est coutume de dire, vous savez bien qu'on ne présente pas André Jourdan, c'est connu comme ça. Donc je dirais simplement qu'il est professeur à l'Université de Genève, et directeur du laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences. Certains d'entre vous le connaissent aussi par ses ouvrages, hein, puisque des origines du savoir à un ouvrage sur l'apprentissage qui s'appelle Apprendre d'ailleurs, hein, vous connaissez un certain nombre de ses œuvres qui sont les piliers des bibliographies, en tout cas des stagiaires PLC, hein, pour leur mémoire. Donc il va vous exposer de façon un peu plus vivante encore que dans les écrits, hein, ses conceptions, puisqu'il est aussi un auteur qui a beaucoup écrit sur les conceptions des élèves, et chacun de vous connaît ça. Voilà. Donc, puisqu'on ne le présente pas davantage, j'arrêterai mon discours pour lui passer la parole. Voilà, merci pour l'invitation de l'UFM. Peut-être quelques précisions supplémentaires. J'ai été institut. J'ai commencé ma carrière comme instituteur. J'ai été PEGC, ça n'existe plus, mais presque plus, je crois pas. Puis ensuite, j'ai été professeur de lycée, professeur de collège avant de partir à l'étranger, donc puisque je suis français, mais travailleur immigré à Genève, pour diriger ce laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences. Par ailleurs, je fais beaucoup d'animations de club, je continue à en faire d'ailleurs dans des quartiers difficiles. Ça me permet de rester sur l'aspect pratique, mais aujourd'hui on m'a demandé de théoriser un petit peu, donc je vais prendre un petit peu de recul pour exposer un petit peu ce qu'on fait dans le laboratoire. Alors, on fait des recherches, comme ça a été dit, on fait des recherches sur apprendre, et plus particulièrement sur l'apprentissage des sciences. Actuellement, on travaille plutôt sur les soubassements de la pensée. Si vous intéresse, je répondrai à ça par la suite. Ce qu'on peut appeler les paradigmes, pour prendre un mot pompeux. Autrement, vous connaissez donc mes travaux sur apprendre par rapport aux sciences, qui sont des travaux déjà un petit peu anciens, mais qu'on renouvelle toujours en permanence. Par ailleurs, on fait beaucoup d'activités pratiques, et on construit des musées, par exemple, où on fabrique des émissions de télé. Voilà pour ma présentation un peu rapide. Pour vous, dans la salle, j'aimerais un petit peu savoir, non pas vous présenter chacun individuellement, mais connaître un petit peu qui est là. Qui est stagiaire? Grande majorité. Ce qui veut dire que les autres sont déjà des professionnels. Presque. Qui s'occupe surtout du primaire? C'est pour mes exemples. Plutôt du secondaire. C'est presque équilibré. Qui s'intéresse plutôt, ou qui enseigne plutôt les sciences SVT, disons. Ouais. La physique. Un peu. Bon, quelques-uns quand même. La chimie, pareil. Bien les maths. Quelques matheux. D'autres disciplines, peut-être. La cuisine, d'accord. Mon meilleur livre, d'ailleurs, en livre de cuisine, ça n'a pas été dit. Hein. Bien. La mécanique, d'accord. Moi, je m'a demandé plutôt de parler des sciences ce matin, mais on essaiera après dans les questions d'élargir le domaine. Autrement, qui est formateur à l'UFM? Quelques-uns, oui. D'accord. Qui est inspecteur? Pas d'inspecteur. Une inspectrice. Et directeur, peut-être? Non? D'accord, très bien. Qui ai-je oublié? Tout le monde est là, présent. Bien. Alors nous commençons sur le sujet qui était présenté ce matin, qui est centré sur la démarche scientifique. On m'a dit démarche expérimentale, mais on pourra voir après les relations qu'il peut y avoir entre la démarche dite expérimentale et la démarche scientifique. Et depuis 20 ans, je dénonce que ça ne marche pas comme ça. Alors je vais vous décevoir ce matin parce que vous souhaitez avoir des recettes. Et très souvent, la recette que l'on donne encore dans des UFM, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pour faire une démarche scientifique expérimentale, d'abord on va observer, on va faire une hypothèse, on va faire une expérience, on va raisonner, interpréter et conclure. Ce que j'appelais OERIC est devenu célèbre sous ce terme-là. Bon, ça ne marche pas du tout comme ça, la démarche expérimentale. Si vous faites ça, c'est uniquement par référence à un savoir reconstruit, qui est souvent le savoir présenté dans les publications scientifiques. On pourra revenir dans la discussion, mais très souvent la démarche expérimentale, c'est une interaction entre trois éléments très importants, qui est l'hypothèse, l'expérience, et il faudrait mettre plein de S, ça c'est jamais une seule expérience qui est fondatrice,
Et puis surtout des questions qu'on évacue très souvent et qui sont le gros problème aujourd'hui d'enseignement des sciences. Et j'essaierai justement de ne pas m'imiter à la démarche expérimentale au sens strict, mais resituer la démarche expérimentale par rapport à apprendre, comme ça a été indiqué sur la feuille de présentation, resituer la démarche expérimentale par rapport à la société, au savoir dont on a besoin par rapport à la société, et puis bien sûr évoquer l'évolution du métier, puisque certains d'entre vous seront encore en fonction en 2050. Et oui, 2050, si vous aurez 75 ans, c'est juste l'âge de la retraite en 2050. Donc on essaiera de voir comment ce métier risque d'évoluer éventuellement, puisque toutes les professions évoluent, je ne vois pas pourquoi le métier d'enseignant ne changerait pas, alors qu'il n'a que 120 ans de professionnalité, disons, pour aller rapidement et schématiquement. Alors, le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les sciences et les techniques transforment nos sociétés en permanence. On ne mesure pas toujours les implications, on n'a pas toujours la maîtrise, et on s'aperçoit que quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il reste de l'enseignement primaire et secondaire, ben, les sciences ennuient. Les sciences ennuient profondément aujourd'hui. Et parfois je me dis peut-être qu'il ne faudrait pas enseigner des sciences, sinon après, pendant 40 ans, les gens vont ramer pour ne pas comprendre le monde dans lequel ils vivent. Alors ça c'est pour vous provoquer que je vous dis ça. Mais parfois la question peut se poser. Tout simplement quand on interroge les jeunes, c'est le cas de certains d'entre vous qui ne sont pas scientifiques, on s'aperçoit que les sciences pour eux c'est compliqué, que les sciences ça renvoie à l'abstraction, au formalisme, et généralement ils disent j'y comprends rien. Alors que les sciences, ça peut être très simple. On peut faire passer des sciences à travers des clins d'œil. On peut faire passer des sciences à travers des expériences, bien sûr. Mais là aussi, très souvent, on se leurre. On pense qu'il suffit de faire des expériences en classe pour qu'automatiquement les jeunes rentrent là-dedans. Malheureusement, non seulement ils disent les sciences c'est compliqué, mais généralement les sciences ennuient. Et là, il y a quelque chose de très important, si on veut essayer de comprendre ce qu'il faudrait ne pas faire, c'est de s'apercevoir que le questionnement baisse au cours de la scolarité. Même si les jeunes ont fait des sciences à l'école maternelle, à l'école primaire, et même s'ils font des expériences secondaires. Là, il y a une question qui est très très forte à se poser, c'est le pourquoi ce questionnement qui baisse. À la maternelle, au primaire, vous avez encore plein de questions, vous montez à un âge, les questions diminuent, et à l'université, pratiquement, on n'en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a une conséquence déjà directe de ce manque d'intérêt ou cette perte d'intérêt pour les sciences, c'est qu'on se trouve à l'université avec une baisse notable du nombre de chercheurs, nombre de chercheurs bien sûr, mais du nombre d'étudiants scientifiques. Pas uniquement le cas de la France, c'est général dans les pays occidentaux, qui fait que parfois on n'a pas le renouvellement ni des professeurs ni des chercheurs. Voilà quelques chiffres que je vous donne, qui sont significatifs de ce manque d'intérêt pour les sciences. Alors bien sûr, on continue à faire des expériences, un SVT, voilà, une expérience symbolique. C'est presque un rituel, c'est presque devenu un dogme. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et comment se fait-il que, même s'ils font ce type d'expérience, ils continuent à dire que les sciences c'est imbuvable, notamment dans les classes terminales. En physique, ils disent on apprend des formules, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Et en biologie, on apprend des choses pour l'examen, du détail, mais après on oublie aussi vite. Et chose suprême, c'est qu'on s'aperçoit que les mêmes erreurs se perpétuent de la maternelle à l'université. Alors je ne vous dis pas cela pour vous plomber, pour vous enlever votre joie de devenir futur enseignant pour les futurs enseignants, je ne dis pas non plus pour les formateurs. Mais je crois que c'est des questions qu'il faut se poser entre nous, entre scientifiques ce matin, pour voir qu'est-ce qui se fait que la même difficulté rencontrée à l'école maternelle, on va la retrouver inchangée à l'université, après des bons cours qui ont été faits par des formateurs. Alors là, c'est un sujet que vous connaissez peut-être, très classique, je l'ai fait il y a longtemps, qui en reproduit toujours, c'est le fait que
quand on demande ce que devient une tartine, on a trois conceptions principales déjà à la maternelle. La tartine va dans l'estomac et puis ça diffuse dans le corps, ça rentre par la bouche, ça sort par les fesses, où il y a deux tuyaux parce qu'il y a deux sorties. Et ces mêmes conceptions restent inchangées à l'école primaire, au collège, au lycée, et on les retrouve aussi à l'université. Et si vous n'êtes pas convaincu, je peux faire le test avec vous ce matin. Et puis la dernière injure que nous font les jeunes face aux sciences, c'est que très souvent ils disent « n'apprends pas les repères pour aujourd'hui ». Il y a fort peu de liens entre les sciences que j'apprends à l'école et puis les questions que j'aimerais traiter. Il y a fort peu de liens avec les questions d'environnement, de société et d'éthique. Et ceci, c'est pas le pire. Le pire, je le rencontre dans les banlieues. Très souvent, les jeunes me disent « j'ai été exclu de l'école à cause des sciences », puisque les sciences, on les utilise comme les maths, comme élément de sélection. Donc les sciences, vous voyez, stigmatisent quelqu'un. Et en même temps, quand on regarde la société, on s'aperçoit que les sciences ont mauvaise presse aujourd'hui. Les sciences renvoient à l'argent, au chômage, à la mondialisation. Et en même temps, on s'aperçoit que l'irrationnel se développe dans la société, que de nouvelles peurs apparaissent, qui sont semblables aux peurs qu'on a déjà eues antérieurement. Quand c'est pas la panique, comme on l'a eu avec la vache folle, ou les OGM. Alors, une première question à se poser en relation avec les démarches expérimentales, c'est là-dessus que j'aimerais insister après cet inventaire un peu plombant, c'est comment nous, on peut tenter de donner le goût aux sciences. Alors là, vous avez toute une série de pratiques qui sont avancées. La première pratique, c'est qu'il faut être actif, il faut faire des découvertes, il faut mettre la main dans la pâte. Mais là aussi, il y a beaucoup de naïveté dans ces propositions. C'est vrai que l'activité est importante, on y reviendra, mais très souvent, l'activité la plus importante, c'est l'activité de la tête, et non pas forcément l'activité des mains. Même, vous ne faites pas dire ce que je ne veux pas dire, même si les mains ont leur importance. Mais l'activité en tant que telle n'est pas forcément porteuse pour les sciences. Au contraire, elle peut plomber, au contraire, elle peut ennuyer les élèves, notamment quand ils ont une liste d'activités à faire qui ne sont pas les leurs. C'est du frontal et direct, on y reviendra. Bien sûr, vous avez le travail de groupe, vous avez le débat entre les élèves, mais ce n'est pas automatique non plus. Et là, il est important de repérer pourquoi, à certains moments, on donne envie, de pourquoi, à d'autres moments, on enlève l'envie. Alors évidemment, on peut travailler aussi sur les bandes dessinées, c'était la mode il y a quelques années, c'est un peu moins la mode. On peut éventuellement faire un petit jardin scolaire. On peut essayer de rendre la classe ludique en faisant venir des professionnels, comme ici un fanatique, un passionné de l'archéologie qui peut faire du feu dans la classe. On peut même faire venir des clowns, ça se fait de plus en plus. On peut faire des fouilles. On peut aller dans des musées intéressants. On peut faire des fêtes, c'est la semaine de la science en ce moment. Alors voilà plein d'activités qui sont faites pour proposer des sciences. On peut éventuellement utiliser une nouvelle technologie. C'était aussi présenté comme une panacée il y a quelques années. Et la technologie, bien sûr, peut nous apporter des bonnes images, des belles images, ou des images spectaculaires, comme cette image, c'est une pointe d'aiguille avec quelques bactéries dessus. Le problème, c'est que ça nous renvoie à donner le goût, d'accord, mais est-ce qu'on apprend après? Surtout si après cette phase initiale, on revient à un enseignement un peu académique avec l'idée qu'on va prendre des savoirs séparés dans les différentes disciplines. Et là, ça nous renvoie à une autre question sur laquelle il faudra insister ce matin, c'est que veut dire apprendre les sciences? D'autant plus qu'on a des programmes. Alors, il faut provoquer toujours un petit peu pour rendre actif. Voilà un programme pour apprendre à faire du vélo. C'est bien sûr sans aucune relation avec apprendre à faire des sciences.
ça nous renvoie aux différentes façons de faire des sciences. Et avant de revenir à la démarche expérimentale, j'aimerais la mettre en relation avec différentes façons qu'on a d'apprendre des sciences. La première façon, c'est bien sûr l'habitude, c'est l'apprentissage qu'on appelle frontal, c'est-à-dire on va faire des sciences, soit parce que le professeur va dire, va montrer des expériences, soit éventuellement il va faire des expériences, mais en donnant un planning. Et ce planning, c'est du frontal indirect, ça revient au même. Derrière, il y a l'idée qu'on peut faire passer la démarche expérimentale uniquement en la disant, en la montrant. Et là, ça vous renvoie, si on fait un peu de recherche aux bassements, à l'idée qu'on peut être en situation d'apprendre, en situation de réception. Ce qui est le cas actuellement. Alors, si j'utilise avec vous, c'est que ça peut avoir un intérêt. Mais est-ce toujours le cas? C'est une question qu'on peut se poser. Deuxième condition pour passer en frontal, il faut bien sûr supposer que l'élève est disponible, qu'il soit vierge dans son esprit, et puis prêt à accéder au savoir. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde déjà ici. Je vois des gens qui baillent, par exemple. Donc, même chez les professionnels, futurs professionnels, on ne va pas directement vers le savoir pour le savoir. Il faut une série de préalables dont le désir tient une place considérable. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode behavioriste. Je vais vous conditionner à faire des démarches expérimentales. On va décomposer différentes étapes et je vais créer des situations pour provoquer une hypothèse. Je vais créer des situations pour provoquer l'apparition d'expériences qui vont vérifier ou corroborer l'hypothèse. Dans ce cas-là, vous voyez à quoi ça fait référence? Ça fait référence à Pavlov, puis aux behavioristes des années 30 aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut apprendre en conditionnant quelqu'un. Alors c'est quelque chose qui marche aussi. Bon, il y a peu de temps encore, à côté de chez vous, ici, à Airbus, on apprenait à piloter les avions par conditionnement. Ça a aussi un certain nombre de limites sur lesquelles il est intéressant de revenir. Troisième méthode, la méthode à la mode, la méthode dite constructiviste, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire apprendre des sciences, on peut développer une démarche à travers l'action et l'expression. L'idée qui est derrière, bien sûr, c'est l'idée qu'on peut partir des besoins, des intérêts de l'enfant ou de l'adulte, et puis par la découverte, par le tâtonnement, par la libre expression, on va pouvoir élaborer le savoir, et notamment élaborer une démarche expérimentale. Là, vous voyez d'où ça vient des piagétiens, et de manière générale des constructivistes, dont je pourrais expliquer les différentes nuances si vous êtes intéressé, entre les brunériens qui sont plutôt sensibles aux liens, aux osubéliens qui sont plutôt sensibles au point cognitif, les Vygotskyens qui font un palier, disons, avec un écart par rapport à un savoir, etc. etc. Et puis les post-piagétiens qui mettent l'accent sur le conflit, surtout, le conflit cognitif. Alors tous ces points-là, si vous êtes intéressé, on y reviendra dans la discussion après. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à la démarche expérimentale ce matin, c'est de voir les intérêts et les limites de ces différentes pratiques. La première pratique, c'est la bonne méthode pour faire passer le mieux la démarche en peu de temps. Personne ne réagit, c'est bien. Si vous récupérez plusieurs conditions, c'est-à-dire si vous tenez compte de plusieurs conditions. La première condition, la plus capitale, c'est que le savoir, la démarche passe si l'élève a la même question que l'enseignant. Pourquoi? Parce que tout savoir scientifique, mais pas seulement, est une réponse à une question. Alors, le gros problème qu'on voit dans les classes, c'est le décalage qu'il y a entre la question de l'élève, quand il en a une, et la question du maître. Et très souvent, le savoir ne passe pas à cause justement de ce décalage-là. Et non seulement le savoir ne passe pas, mais en plus l'ennui de plus en plus se développe, parce qu'on s'aperçoit que la personne qu'on écoute ne traite pas la question qu'on se pose soi-même. D'où l'ébaillement de la salle. Mais quand on a 200 personnes, on fait du frontal par exemple. Mais il faut trouver des astuces pour essayer de provoquer l'autre, le rendre actif dans sa tête, etc., etc. Alors là, ça nous amène
à perdre un petit peu de temps, pour en gagner par la suite, sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer des questions ou faire rentrer le public dans ses propres questions. Deuxième condition, passer en frontal, il faut que la personne qui parle et la personne qui écoute ait le même cadre de référence, à commencer par les mêmes mots. Or, même entre matières scientifiques, on utilise les mêmes mots, mais avec des sens différents. Si je prends par exemple le terme hypothèse, il a un sens bien particulier en mathématiques et un autre sens en physique et en bio, avec des nuances encore avec la physique et la bio. Pourtant, c'est toujours hypothèse. Une hypothèse en maths, c'est un axiome de départ. L'hypothèse en physique et bio, c'est une supposition. C'est rien de pareil. Pourtant, c'est le même mot. Et très souvent, les élèves ne peuvent pas comprendre à cause de ces mots qu'on n'explicite pas toujours. Ce n'est pas que le problème des sciences et de la vie courante, c'est le problème justement de la vie courante. Puisque quand vous dites à votre copain, à votre copine, je t'aime, vous pouvez le dire avec des... Ah, ça fait tousser. Vous pouvez le dire avec des sens très différents. Historiquement, un homme pouvait dire à une femme, je t'aime, elle aimait plusieurs. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est toujours je t'aime. Et on ne se comprend pas à cause des mots et de ce qu'on met derrière les mots. Troisième condition pour passer en frontal, c'est raisonner de la même façon. Faire les mêmes inférences. Si, alors. Et là aussi, le décalage est grand entre un jeune qui démarre une démarche scientifique et l'enseignant qui a toute une culture derrière. Et la troisième condition pour passer en frontal, c'est de produire du sens de la même façon. Produire du sens de la même façon. Alors là, déjà, on voit, parce que je vois que la métaphore de vie courante vous plaît beaucoup, hein, que les hommes et les femmes, déjà, ne produisent pas du sens de la même façon. Parce qu'on dit que les femmes viennent de Mars, non, les femmes, les hommes de Mars, que les femmes ne savent pas lire les cartes entières, les hommes ne savent pas écouter. Il n'y a rien que là-dessus, déjà, on ne se comprend pas. En classe, c'est pire. Justement, parce que quelqu'un qui a une culture et quelqu'un qui démarre n'a pas la même façon de prendre du sens. Et là aussi, on se bloque très souvent. Ce qui fait que, pour résumer, vous voyez ce qui se passe dans la classe. Vous avez le prof qui montre ses expériences, qui parle de sa démarche, et l'élève qui comprend, il a envie de comprendre. Alors vous pouvez améliorer les choses, bien sûr, vous pouvez faire du frontal, je l'ai dit tout à l'heure, en allant sur le terrain, ça motive plus, en rencontrant des gens passionnés, ça motive plus. Vous pouvez faire du spectacle pour essayer d'intéresser le public, le réveiller. Mais généralement, il y a toute une série de limites au niveau d'une démarche expérimentale qui passerait uniquement en frontal. Alors que dire du behaviorisme? Ben, c'est que c'est aussi une très bonne méthode pour conditionner, par exemple, pour faire passer un message, un geste, par exemple. Vous avez un geste technique à faire passer, un réflexe du style utiliser un colorant pour telle activité, vous pouvez le faire en behaviorisme. Mais vous n'irez pas très loin dans la démarche expérimentale, justement toujours à cause du désir. Alors je prendrai pour cela un vieux proverbe niçois, peut-être aussi toulousain. On peut amener un âne à la rivière, mais on ne peut pas boire à sa place. Et là on retrouve le problème du désir que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors j'insiste pas trop là-dessus, sauf s'il y a des questions. Je voudrais plus insister sur les démarches expérimentales qui sont présentées sur un mode constructiviste, puisque c'est, je répète, la mode, et c'est là-dessus peut-être qu'on insiste aujourd'hui. Alors c'est bien sûr des démarches intéressantes, là aussi, notamment pour motiver, si vous tenez compte, bien sûr, des questions des élèves, ou si vous faites une situation qui va faire émerger ces questions. On verra peut-être par la suite qu'il y a parfois des incompréhensions entre le maître et les élèves, sur des cas bien particuliers. Mais c'est aussi une méthode qui présente des limites, qu'il s'agit de dépasser aujourd'hui, sur lesquelles nous travaillons, qu'il suffit de dépasser aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais insister ce matin avec vous. Autrement, ce qui se passe habituellement, c'est que l'élève a ses propres conceptions,
L'enseignant, avec sa panoplie d'expériences, sa panoplie d'activités, va amener l'élève à plaquer un savoir, mais rapidement, quand le dos est tourné, l'élève revient très rapidement à son savoir initial. Et c'est ce qui se passe en particulier quand on fait en classe ce genre de démarche. Alors, puisqu'il y a beaucoup de SVT de second cycle, je prends cette expérience-là. La photosynthèse est un savoir très souvent enseigné, et pourtant il passe très très mal. Alors pourquoi? Comment se fait-il qu'on fait faire un ensemble d'expériences, à commencer par ces feuilles délodées dans les tubes à essai, qui dégagent des bulles, et puis on aimerait arriver à l'idée que, là je vous ai mis un savoir très simple pourtant, mais qui passe pas du tout. Alors je vous propose pendant 2 minutes, que vous n'aurez pas la parole encore après, d'essayer de réfléchir aux difficultés que peut rencontrer un jeune quand il se trouve devant cette situation expérimentale. En 2 minutes, discussion avec le voisin préféré. Pourquoi je vais proposer cette petite coupure? Tout simplement parce qu'il y a une 5e condition quotient frontal. Il y a un problème de coût cognitif. Écouter quelqu'un causer depuis, ça faisait à peu près 20 minutes, une demi-heure presque, ça devient très ennuyeux et on fatigue très rapidement. Donc il est important de faire des coupures de rythme. Coupure qui dépend évidemment de la motivation de la personne. Si le savoir est intéressant, sa situation est motivante, on peut rester beaucoup plus de 20 minutes ou une demi-heure à écouter quelqu'un. Mais quand on est dans des situations comme ça, un peu tendues, un peu debout en haut, mais vous pouvez descendre, il y a des places devant encore, ceux qui sont en haut. Il y a des chaises devant, vous pouvez descendre. Vous allez supporter 2 heures debout, c'est pas la meilleure situation non plus. Bon, donc il y a un problème de fatigue qui intervient très rapidement et il est important d'y avoir des coupures.
L'autre raison pour laquelle je l'ai fait aussi, c'est pour vous montrer qu'à vous aussi, vous ne suivez pas forcément les consignes. La consigne était précise. Vous deviez parler à votre voisin préféré. Or, certains d'entre vous n'ont pas voulu faire de choix. Donc, ils ont parlé à 3. Pendant que d'autres n'ont pas voulu parler du tout. Alors, il ne suffit pas de dire et de montrer pour automatiquement, même avec le plus privilégié, vous obteniez ce que vous vouliez obtenir. Alors, avec des élèves, c'est pire. Alors, revenons maintenant sur notre de synthèse. Alors, pourquoi les jeunes ne comprennent pas? Pour de multiples raisons. La première raison, c'est que le sujet, bon, expérimental, ça peut les amuser, c'est un peu moins ennuyeux que le cours de maths, excusez-moi pour les matheux. Mais bon, au début, d'accord, mais c'est pas très spectaculaire. Mais le problème n'est pas là, le problème essentiel, c'est qu'ils ont déjà une réponse là-dessus. C'est qu'ils savent très bien comment les plantes se nourrissent. Elles se nourrissent dans le sol grâce aux racines. Alors que vient faire la photosynthèse? Et en plus la photosynthèse pour se nourrir. Puis on commence par leur montrer des bulles d'air. Ah non, des bulles d'oxygène. Ah tiens, l'air et l'oxygène c'est la même façon, donc on commence à se compliquer. C'est quoi l'oxygène par rapport à l'air? Bon, et pourquoi l'oxygène? Quelle relation ça avec la nourriture? Donc là on rentre dans des raisonnements qui ne sont pas forcément les leurs. L'enseignant il sait pourquoi il fait ça, parce qu'il sait très bien la relation qu'il y a entre la nourriture de la plante et l'oxygène. Mais l'élève, pour lui, ça n'a pas de sens. Alors après ça, on va lui faire un travail sur les gaz carboniques, par exemple. Et là, quand vous faites causer les élèves, réfléchissez les élèves, ils commencent à dire, mais le prof, il est fou. Comment la plante peut-elle se nourrir par un gaz? Déjà, boire du jus d'orange, c'est pas se nourrir. Alors, se nourrir par un gaz, et en plus ce gaz, il pense très souvent, gaz carbonique ou dioxyde de carbone, il est nocif. Comment peut-on se nourrir par un gaz nocif? Vous voyez, tout va à l'encontre de la pensée de l'élève. Alors il peut très bien expérimenter. Éventuellement, malheureusement, comme on ne prend pas le temps, il ne va pas forcément bien comprendre ce qu'est une démarche expérimentale, mais en même temps, il va construire tout un savoir qui ne peut pas tenir. Parce qu'il va à l'encontre de ce qu'il pense, parce qu'il est basé sur une série d'implicites qui ne prend pas sens pour lui. Bon, je ne suis pas sûr si je me fais comprendre bien. Il y a encore tous les bâillements. Alors je vous propose à la place quelque chose de beaucoup plus simple, un petit exercice. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Un chien. Voilà, un chien. Donc les professionnels d'éducation voient un chien. Ce qui veut dire que même vous, sur un sujet très simple, vous avez des conceptions. Vous avez qui sont à la fois des outils et des œillères. Notamment, ça m'étonne que les SVT, profs de SVT, disent qu'il y a un chien. Normalement, ils savent que l'image est renversée, ils devraient voir un chat. C'est pas la peine de tourner la tête. Je tourne l'image. Là, c'est un sujet beaucoup plus simple que la synthèse. Il suffisait de voir un animal familier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête qui fait que des professionnels qui sont à bac plus N ne voient pas immédiatement ce que le prof veut montrer? C'est tout simplement parce que nous avons une façon de dire le monde tous. Et vous pouvez me piéger moi aussi sur d'autres domaines. Nous avons tous une façon de regarder le monde, et à travers cette façon de regarder le monde, on va interpréter ce monde-là. Et très souvent, on voit ce qu'on veut voir. On entend ce qu'on veut entendre. Et tout le reste, ce que le prof voudrait faire passer, il ne passe pas. Bon, je ne suis pas sûr de vous convaincre encore. Alors, je propose un deuxième exercice. Plus difficile. Alors, installez-vous bien encore sur votre chaise. Respirez bien par le ventre. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous voyez?
C'est le chat que vous voyez. Le chat, on l'a vu tout de suite. C'est le chat. Les personnes qui ont vu la femme, il n'y a pas de femme que dirait Magritte. Regardez de plus près. Regardez son bras. Son bras n'est que l'espace entre l'étagère et le chat. Son dos, le rideau, son beau visage, un pot de fleurs, et ses fesses délimitées par un verre. Vous voyez que les apparences sont trompeuses. Et après le désir dans la démarche hétéroparentale, le gros problème qui se pose, c'est le problème de la perception. Et notamment du cas de référence, des façons de raisonner, de la façon de produire du sens qu'on a dans la tête, qui nous amène à interpréter les situations qu'on vit, les autres documents mis à disposition. Et très souvent, on n'arrive pas à construire le savoir si en parallèle, on ne déconstruit pas ce qu'il y a dans nos têtes. Alors ça, c'est un vieux discours déjà que Bachelard avançait. Alors lui était radical, il disait, bon, il faut d'abord déconstruire avant de construire. Malheureusement, on s'aperçoit que quand on observe ce qui se passe dans les classes, et pas seulement, qu'il est très très difficile de déconstruire le savoir. Alors, le plus difficile, c'est essayer de déconstruire le savoir de votre copain ou de votre copine, votre mari ou de votre femme. C'est le plus difficile. Mais déjà en classe, on a beaucoup de difficultés. Et là, on rentre dans ce processus de démarche scientifique qui nous amène à apprendre, qui est un phénomène très très complexe et très paradoxal. Où la construction et la déconstruction sont en interaction. Où on déconstruit en même temps qu'on construit et vice-versa. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le faire passer aux enseignants parce qu'ils veulent une recette, une panacée et une bonne méthode. Malheureusement, si ça existait, on le saurait. Alors très souvent, voilà ce qui se passe. On n'arrive même pas à lire le monde. Ah, il y a des gens qui savent lire ici. J-E-U. Il y en a qui n'ont toujours pas vu. Il y en a qui froncent des sourcils en haut. Alors ceux qui ont lu, essayez de comprendre pourquoi vous avez lu. Et ceux qui n'ont pas lu, essayez de comprendre pourquoi vous ne lisez pas toujours. On va arriver à lire maintenant J-E-U. C'est un peu le bon. On n'a pas le même cerveau. Alors le problème est lié au fait que là aussi on décode toujours par contraste. Blanc sur noir, noir sur blanc. Alors si, vous voyez, si on fait un petit protocole où les lettres comme le fond, on est trompé d'entrée. Alors voyons voir maintenant si vous avez bien compris que apprendre n'est pas aussi simple que vous le pensez, qu'apprendre n'est pas aussi simple qu'une simple démarche où il suffit d'observer, faire des hypothèses, expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un sujet pour l'automne, pour aujourd'hui, c'est les feuilles d'automne. Ceux qui ont vu une femme n'ont toujours pas compris. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Alors bien sûr, les exemples que je vous donne là sont des exemples un peu provocateurs, un peu simplistes. Apprendre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais dans apprendre, et notamment apprendre des sciences, apprendre une démarche scientifique, il y a un décodage à faire à côté du désir, et ce décodage passe par le fait que généralement on voit ce qu'on veut voir, et tout le reste on l'évacue. Ou éventuellement, on voit des choses qui n'existent pas.
D'où l'importance de l'esprit critique dans la démarche expérimentale, de se poser toujours des questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on fait émerger à travers l'expérience. Et juste pour insister là-dessus, sur le fait qu'apprendre, ça ne passe pas par des recettes. Que quand on apprend, et après je reviendrai sur la démarche expérimentale, tout dépend de la personne qui apprend. Malheureusement, ce n'est pas l'enseignant qui peut apprendre à la place de l'élève. C'est l'élève qui est non seulement acteur, mais je préfère dire auteur de son apprentissage. Et il apprend notamment à travers ce qu'il est et à travers ce qu'il sait déjà. D'où l'importance de ces travaux que vous connaissez, de connaître ce que l'élève a dans la tête. Ici, par exemple, sur les dents à votre gauche, sur le bébé dans l'an de la maman à votre droite. Tout simplement parce que ce que connaît l'enfant déjà, ou l'adolescent, ou l'adulte, c'est ce qui va lui permettre d'interpréter les situations que vous leur proposez, les activités que vous leur faites faire. Mais en même temps, et là c'est là-dessus que j'insisterai, ce que la personne en a la tête, c'est très souvent un obstacle qui empêche d'entendre, qui empêche de voir. Et là, on rentre sur le fait que notre métier est un métier très pervers, parce que le processus d'apprentissage, et encore plus de la démarche expérimentale, est un processus très paradoxal, où l'élève apprend seul, mais en même temps, il n'apprend pas tout seul. C'est lui qui va faire les expériences, par exemple, c'est lui qui va faire les observations, mais il ne va pas tout redécouvrir tout seul. Donc, on va voir que l'enseignant a une tâche considérable, mais peut-être autre, pour créer les conditions de cet apprentissage seul. Deuxième paradoxe, l'élève va apprendre à partir de ses conceptions, c'est le seul outil à sa disposition, et en même temps, il apprend contre. Puisque très souvent, ce qu'il apprend va à l'encontre de ce qu'il pense. La photosynthèse, ça va à l'encontre de ce qu'il pense. D'où l'importance d'avoir des outils, notamment pour connaître les conceptions et les obstacles des élèves. Là, par exemple, quand vous travaillez sur le poids, la masse pesante, je ne sais pas comment on l'appelle actuellement en France, on s'aperçoit que très souvent les élèves font des vecteurs, parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre un vecteur, mais ils font partir le vecteur du front, parce que pour eux, très souvent, ils pensent que si on a un poids, c'est parce que l'air appuie sur la tête. Et d'autre part, l'idée que ça peut agir à distance ne passe pas sur le vecteur, vous voyez, va jusqu'au sol. Alors quoi faire après? Et si vous travaillez avec des jeunes enfants en biologie, par exemple, sur les microbes, ils ne vont pas penser automatiquement à bactéries et virus. Pour eux, le microbe, c'est un petit objet satanique. Et si vous travaillez, comme je vous montrais tout à l'heure, sur le bébé dans le ventre de la maman, automatiquement, grâce à son cadre de référence, il va dire le bébé il mange, le bébé il respire, et la meilleure solution pour manger, c'est de mettre un tuyau qui part de la bouche du bébé et qui va à la bouche de la maman, ou éventuellement au sein de la maman. Et pour respirer, ça va au nombril. Et là, il va prendre de l'air aérien, parce que pour lui, respirer, c'est forcément de l'air aérien. Et son modèle de référence, c'est la plongée sous-marine. On a d'autres exemples ici, vous voyez très bien le tuyau pour respirer. Un tuyau qui peut partir de la bouche du bébé, qui va directement au nombril de la maman, de la bouche du bébé pour la bouche de la maman, ou éventuellement, quand ils savent qu'il y a un cordon ombilical, qu'ils appellent souvent médical, puisque la naissance est médicalisée maintenant, ce cordon va aller directement à la maman, ce nombril. Et d'autre part, le problème, c'est aussi d'avoir des ressources. Ce que je vous propose pendant 2-3 minutes, face à cette conception qu'on peut rencontrer chez les personnes qui seraient ici ce matin, sur le tube digestif,
l'idée que quand on mange, ben, il y a 2 tuyaux. Dans ce cas-là, les 2 tuyaux ne partent pas de la bouche, mais partent des estomacs. Un qui va à l'anus, l'autre qui va à l'orifice urinaire. Ben, où est l'obstacle? Pourquoi ce jeune-là qui a suivi 2-3 cours sur le sujet n'a pas compris le savoir? Au passage, vous pouvez voir que l'intestin, le gros intestin est avant l'intestin grêle, puisque les aliments sont gros et après ils sont plus petits. Dans le travail que je vous propose de faire avec votre voisin préféré toujours, on va voir si vous allez le faire cette fois-ci, c'est d'abord de repérer où est l'obstacle. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour donner au moins du désir à l'élève de rentrer dans ce sujet? Après, on verra si éventuellement on peut faire des démarches. C'est que l'évacuation est expérimentale. Oui, voilà. Ça, mais c'est abstrait. 3 minutes. Oui, tu veux dire que c'est abstrait. Donc il faudrait montrer une radio. Non, mais oui, dissection de l'animal. Dissection d'un animal. L'animal, mais c'est pas forcément le système digestif. Bah, tu prends un quotidien qui a la Par exemple. Alors, où est l'obstacle d'abord? Qui veut prendre la parole pour expliquer où est l'obstacle? Et après, on verra qu'est-ce qu'il peut faire pour démarrer, donner du désir et démarrer une petite recherche, d'investigation. Alors, qui prend la parole? Il faut prendre un micro. Je souhaitais prendre la parole. Pour moi, l'obstacle principal, il est que... Ça marche là. Pour moi, l'obstacle principal, il est que, en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. On digère. Donc on s'intéresse à... On voudrait s'intéresser à comment c'est fait sans savoir à quoi ça sert. Mais c'est pas pour le technicien, peut-être. Notre réaction, notre commentaire là-dessus? Vous avez raison, c'est principalement l'obstacle qu'on rencontre. C'est que les jeunes ne voient pas l'intérêt d'apprendre ça. Alors c'est un rituel de l'enseignement des sciences d'âge, il faudrait que j'en parle. Mais si on veut le maintenir au programme, ce qui n'est pas forcément un savoir fondamental à maintenir, ben, il faudrait le présenter autrement. C'est-à-dire notamment donner du sens à ça, donner du désir d'apprendre ça. Pour eux, ils ont déjà la réponse. Digérer, c'est vivre. Digérer éventuellement, ben, c'est prendre des aliments et puis se pas détruire dans l'intérieur du corps. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir plus, ça va dans l'estomac et c'est fini. Donc on continue à parler d'une tuyauterie. On peut faire des dissections quand c'est autorisé, on peut faire des observations, on peut faire du travail de groupe, on peut faire tout ce qu'on veut là-dessus. Bon, les élèves jouent le jeu, mais manifestement le savoir ne passe pas, parce qu'ils n'en ont rien à faire. Alors maintenant, j'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les motiver sur un tel sujet? Quelles sont vos propositions pour les motiver sur un tel sujet? Par quoi on commence? Bon, alors, la semaine du goût, par exemple, une première piste pour savoir que les aliments ont du goût. Bon, on peut faire une diététique aussi, c'est des pistes de départ. Mais ce n'est que des prétextes pour ensuite leur passer la pilule, qui est le tube digestif. Alors, essayez de trouver quelque chose qui est plus proche du tube digestif et qui donne des raisons d'être à ce tube digestif. Autrement, c'est très, très souvent ce qui se passe au niveau des classes. On fait une accroche, maintenant, de plus en plus on fait une accroche. Et cette accroche, parfois, ça peut être faire un jeu, ça peut être éventuellement faire évoquer les conceptions des élèves. Et puis après, le rouleau compresseur de l'activité du prof démarre et on passe le cours, éventuellement à force, appui, expérience, observation. Et c'est là où on se plante très souvent, c'est parce qu'on croit que, parce qu'on va faire bouger les élèves, automatiquement le message va passer. Alors essayez de trouver une accroche par rapport à la digestion si vous pensez que ce sujet-là est important à faire passer. Oui.
essayer de faire le lien avec tout ce qui est médical, les maladies liées à la digestion, des choses comme ça, pour essayer de les intéresser. Éventuellement, mais ça plante ça. Suivant. Merci d'avoir parlé. Essayez-le, de toute façon, essayez-le dans votre classe, et vous verrez que c'est comme quand vous démarrez la sexualité pour les maladies vénériennes et le sida. Vous avez vu aussi ce matin, j'ai commencé par la chose qui ne marchait pas en sciences. Je voyais la mine de mes collègues s'effondrer petit à petit. Nous tournons donc cette image d'une usine, donc avec quelque chose. Question, l'apprentissage ne se fera pas ou pas du tout. Et là, on pourrait discuter sur concerner, questionner. Parfois, quand on est trop concerné, on n'apprend pas. Il y a un problème d'optimum ici. On apprend si on trouve un plus. Alors ce plus, là, ça dépend des personnes en plus. Certains apprennent par plaisir, d'autres par sens. Mais d'autres ont besoin de plus. C'est comme dans la relation amoureuse. Certains ne vont pas bouger uniquement par plaisir. Il leur faut trouver de la joie, il leur faut trouver du bonheur. C'est pareil pour apprendre. Certaines personnes n'apprennent pas seulement par plaisir, il faut qu'ils trouvent de la joie dans l'apprentissage. J'apprends si j'ai confiance. Or, malheureusement, l'école est un lieu où on fait perdre confiance par toute une série d'éléments dont on pourra parler, si vous voulez. Il faut avoir confiance à la situation, il faut avoir confiance à l'école. Or, de plus en plus souvent, les jeunes n'ont plus confiance à l'école. Mais il faut qu'ils aient confiance aussi à eux. Or, par une copie qu'on a rendue de façon un peu méprisante, on peut leur faire perdre confiance. Par un travail, parce qu'ils ont fait une erreur, alors disant que ça fait une faute, ça peut leur faire prendre confiance. Alors que l'erreur, ça peut être une chance. On peut travailler sur l'erreur, au contraire. En science, notamment en sciences expérimentales, l'erreur, c'est une chance. C'est du pain béni. À condition, bien sûr, de travailler. Malheureusement, parce qu'on a corrigé en rouge dans la marge, ben, elle est là, il perd confiance. J'apprends si je me confronte. Aux autres. Alors nous, on a la chance en démarche scientifique de se confronter à la réalité. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait confrontation. La plupart du temps, il n'y a pas confrontation. On voit ce qu'on veut voir. Vous l'avez peut-être un peu vécu tout à l'heure. On entend ce qu'on veut entendre. Et tout le travail du prof, c'est le travail sur cette confrontation, qui est vraiment confrontation. Notamment aussi avec les autres et l'information. Parce que même dans la démarche expérimentale, la confrontation n'est pas uniquement avec le matériel, ou avec la réalité, mais aussi avec l'information. Pour ceux qui ont fait de la recherche scientifique, 90% d'un temps de chercheur, c'est pas faire des expériences. C'est pas de la littérature, c'est de la biblio. Alors en classe, on peut limiter un peu le temps, mais il y a une partie biblio qui est importante aussi. On apprend si on fait des liens. On apprend si on trouve des aides à penser. On a besoin très souvent de support pour comprendre les choses. Donc il faut trouver des métaphores, des analogies, des symboles. Et là c'est un point qu'on pourra discuter aussi après. C'est très souvent les symboles, les analogies, les métaphores, ou les schémas qu'on utilise dans l'enseignement, de l'école secondaire et l'école primaire, sont des schémas issus de l'université. Or ce n'est pas forcément les mieux, ce n'est pas forcément les plus lisibles, les plus compréhensibles. Et il est important parfois de construire des schémas uniquement pour l'enseignement. En soi, ça demanderait un séminaire. J'apprends si j'ancre les données. Le problème qu'on rencontre dans l'enseignement des sciences, c'est qu'aujourd'hui, les élèves ne manquent pas d'informations. Grâce aux médias, ils ont plein d'informations. C'est très souvent un savoir en miettes. Et là, il est important de discuter aussi, c'est un point de discussion qu'on pourra avoir ce matin, sur quelques balises, sur quelques repères, sur quelques phares qui permettent de regrouper ces informations. Pour leur donner du sens, justement. Autrement, c'est du savoir qui est séparé l'un de l'autre, et les élèves ne font pas forcément des relations. Bon, je continue. Il y a encore deux paramètres très importants pour apprendre des sciences.
Si on apprend, si on mobilise. Ça ne sert à rien d'apprendre pour mémoriser, on oublie très rapidement. On apprend réellement si on réutilise le savoir dans notre contexte. Or, malheureusement, que ce soit en maths ou en sciences, très souvent on fait pas des exercices sur le même contexte. C'est intéressant, mais c'est trop limité. Donc là, il faudrait penser à des exercices où l'élève doit réutiliser le savoir dans un contexte différent. Autrement, il se passe parfois il ne voit pas la relation entre les éléments. Par exemple, quand à l'université, au début de l'université, on fait des petits tests et on demande de dessiner des cellules, parfois on trouve les cellules dans les atomes. Ils n'ont pas fait le lien que les atomes sont dans les cellules, mais pas l'inverse. Tout simplement parce qu'un truc est enseignant en physique, l'autre en biologie, il n'y a pas de problème de dimension et ils ne font pas forcément la relation entre les deux. Ou très souvent, je vais trouver des gènes dans l'ADN et non pas l'ADN dans les gènes. Donc là, il y a tout un travail de recherche à faire, notamment au niveau de la formation, sur des exercices, disons, de lien entre les savoirs et surtout de réutilisation des savoirs dans d'autres domaines. Et puis il y a une autre façon de mobiliser le savoir, c'est de l'enseigner aux autres. Les enseignants qui sont là se rendent compte très souvent qu'ils ont appris quelque chose quand ils ont dû l'enseigner. Pourquoi ne permet-on pas en classe de développer des moments où on enseigne, du moins les élèves s'enseignent mutuellement des choses? Bien sûr, il faut accepter de ne pas tout maîtriser dans sa classe. C'est le gros problème pour l'enseignant. Bon, voilà un point sur lequel j'aimerais revenir aussi s'il y a des questions. Et puis le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est le fait qu'il n'y a pas apprentissage très souvent, non pas à cause du savoir lui-même, mais à cause de l'image du savoir. Alors prenons, pour provoquer un petit peu mes collègues matheux, l'exemple des mathématiques. Pourquoi les élèves n'aiment pas les mathématiques? Ils répondent pas. Comment? Ils ne voient pas l'intérêt. Donc là, il y a tout un travail à faire sur l'intérêt. Et très rapidement, les élèves disent les mathématiques c'est compliqué, alors que les mathématiques c'est bête comme chou. À condition qu'on envoie l'intérêt, on envoie le sens, on envoie la... Alors si en plus vous le compliquez par des mots que vous ne définissez pas, ou en mettant des rituels qui ne sont pas sur la vie quotidienne, donc par exemple en mathématiques on va utiliser des parenthèses dans un sens différent de la parenthèse dans la vie courante, les élèves ne comprennent pas. Et très rapidement ils vont perdre pied. Donc là il y a tout un travail avec des gens en difficulté sur les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Montrer leur importance. Alors l'histoire des mathématiques aide, les mathématiques dans la vie quotidienne aident. Mais si on ne fait pas passer ce message-là, les mathématiques c'est horrible. C'est pareil pour la démarche expérimentale. Très souvent les élèves ne comprennent pas la démarche expérimentale parce qu'ils ne voient pas la différence avec d'autres démarches. Là il y a un travail à faire. C'est quoi faire une démarche expérimentale par rapport à une démarche sociale, par exemple? Si je prends des jeunes élèves de l'école primaire, on est face à deux idées différentes, trois idées différentes, et je leur demande de dire qui a raison et qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir qui a raison, très souvent ils me disent on va voter. Donc là il y a un travail à faire sur la démarche expérimentale. En science, ce n'est pas la majorité qui a raison. C'est différent. Donc là, il y a des moments où il faut s'asseoir, comme on le fait ce matin ensemble, et on essaie de réfléchir sur ce qu'on fait. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et on peut aller jusque sur le problème des mots, par exemple. De l'eau pure en biologie, c'est pas la même chose que de l'eau pure en chimie. En biologie, il peut y avoir des sels minéraux. En chimie, il ne peut pas y avoir de sels minéraux. Donc là, il y a parfois beaucoup d'incompréhension qui viennent à cause de cela. Il y a beaucoup d'incompréhension qui vient au fait que les mots ne sont pas utilisés dans leur sens habituel. Bon, le physicien, il dit, bon, je monte une masse d'une tonne au 6e étage, je la redescends, travail égale 0. Dans la vie courante, c'est un sacré boulot. Les élèves ne peuvent pas comprendre ça si on ne travaille pas là-dessus. L'obstacle, il n'est pas au niveau des sciences, ces mots-là. Il est sur l'image quand on fait des sciences, sur l'image des mots. Et notamment le décalage avec la vie courante. Alors voilà un autre point sur lequel on pourra revenir. Et cela demande des moments particuliers.
des espaces particuliers où on va prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel sens ça a de le faire. Alors je dis espace particulier, pour prendre une métaphore qui aide à repenser. Si vous réfléchissez au moment où vous skiez, de comment vous skiez, c'est casse-gueule. Donc c'est pareil pour la démarche expérimentale. Il vaut mieux la faire, et puis à tout moment on s'assoit et on essaie de voir qu'est-ce qu'on a fait. Bon, avant de vous passer la parole, je ne voudrais pas vous décourager. Mais tous ces paramètres-là peuvent être dans la classe, et l'élève n'apprend toujours pas. Vous avez choisi un métier difficile. Peut-être que les jeunes ici voudraient changer de métier. Vous vous dire vous êtes géniaux et accepter que ce soit difficile de faire apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là doivent être en lien. Tous ces éléments-là doivent être régulés. Exemple de régulation. Je vais prendre une métaphore. J'ai dit pour apprendre, il faut se lâcher. Pour se lâcher, il faut être perturbé. Si on n'est pas perturbé, on ne se lâche pas. Alors prenons la métaphore du conjoint qui vous plaît beaucoup. Vous voulez apprendre quelque chose à votre conjoint, votre copain, votre amant, etc. Vous allez le perturber. Si vous le perturbez trop, qu'est-ce qui se passe? Il se casse. Ouais, il se casse. Il ne va pas se lâcher, il va se casser. Donc, vous voyez, le problème de l'enseignement, c'est la même chose. C'est qu'il faut trouver la perturbation qui va créer une dissonance, qui va titiller l'esprit, mais qui ne doit pas provoquer le rejet. Et là, on va tomber dans un autre paradoxe. C'est que si vous voulez permettre à quelqu'un de se lâcher, il faut le perturber, mais en même temps, il faut l'accompagner. Alors, pour le copain, c'est facile. Vous l'entourez, vous le prenez à les bras, vous le couvrez de bisous, et puis vous le perturbez. Vous lâchez la vacherie. En classe, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc si vous voulez, il faut réfléchir ensemble à quel accompagnement on peut faire qui est nécessaire. Et tout se joue un chouille après. Tout se joue un chouille après. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'optimum. Un exemple, pour que ça vous parle, entre métaphores, pour vous aider à penser. Je fais des cours actuellement, c'est un petit peu la mode, et c'est demandé à des patients diabétiques. Parce qu'on veut, aujourd'hui, la médecine veut que les patients comprennent leur maladie, comprennent le fonctionnement corporel pour pouvoir traiter leur maladie. J'étais dans une salle, on travaillait sur les aliments, et si vous prenez des tables d'aliments, vous apercevez par exemple dans des poires, dans des pommes, vous avez à peu près 12% de sucre. Et j'ai lâché bêtement dans la salle, prenez 10%. Pour moi, en tant que biologiste, en tant que scientifique, pour moi, 10%, 12%, c'est à peu près pareil. Et ça a marché pour les commerçants qui étaient là, pour les ingénieurs qui étaient là, pour les médecins qui étaient là. Mais ça n'a pas marché pour les banquiers. À Genève, j'avais des banquiers dans ma salle. On va essayer de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que les banquiers font fortune avec des décimales. C'est les chiffres, pas la virgule. Un patron de supermarché, un banquier, au maximum, il gagne 1%. Mais comme c'est des sommes considérables, ça fait des sommes considérables. Donc il ne pouvait pas me comprendre que 12% et 10% c'était la même chose. Et vous voyez, à cause de ce seul argument, j'ai perdu tout crédit. Ce qui peut se passer avec vous ce matin aussi. Si vous provoquez trop, si vous perturbez trop, vous risquez de provoquer du rejet. Donc notre travail d'enseignant, on va essayer de toujours trouver la provocation, la perturbation ou l'accompagnement antagoniste qui permet de dissonner, de créer la dissonance, qui permet à la personne d'être active dans sa tête, de réfléchir à ce qui est dit et d'élaborer son savoir tout en déconstruisant ce qu'elle connaissait déjà. Alors si on arrive à faire ça, ben, vous êtes géniaux. Vous avez bien choisi votre métier. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident à faire. Alors je vous propose pendant 1 ou 2 minutes, non pas de discuter maintenant, mais de réfléchir à les propos. Donc vous n'avez pas le droit de parler maintenant. Essayez de vous concentrer sur vous-même. Et après, on commence la discussion en laissant de côté une autre question sur laquelle je voudrais revenir après, qui
expliquer de quel savoir aujourd'hui on a besoin en sciences. Ça me semble une question capitale au moment où on se pose la question des savoirs fondateurs, des socles de compétences, etc. Alors, on va laisser de côté pour le moment les questions sur les savoirs en termes de compétences, de connaissances à acquérir. On reste centré peut-être sur la pédagogie, sur les stratégies pédagogiques et sur la démarche expérimentale. 8 minutes, 2 minutes de réflexion. Il y a des envies de précision, qu'il y a des commentaires à faire. J'aurais juste voulu savoir votre conception d'Hervétis actuellement, toute son implication en fait dans l'enseignement de la science, entre autres par la main à la pâte, et tout ce qu'il est en train d'essayer en fait de mettre en place dans nos enseignements, essentiellement nos télé-restauration. C'est un bon démarrage, c'est un bon ancrage. C'est-à-dire ça donne envie pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est un personnage charmant, c'est quelqu'un qui s'est interpellé, c'est quelqu'un qui s'est questionné, et puis il part de situations très simples, faire une mayonnaise, faire monter un soufflet, etc. Le petit problème, c'est que ça devient très vite compliqué. Et là, il y aurait un relais à prendre au niveau de l'école pour éventuellement aborder ces questions complexes, qui impliquent très souvent d'avoir une pensée systémique. Parce qu'en cuisine, c'est jamais un seul paramètre qui intervient, c'est toujours un ensemble de paramètres avec des optimums. Alors, en plus, la démarche de cuisine correspond plus à la démarche technologique, qui est très différente de la démarche scientifique, même si elle est complémentaire. La grosse limite en fait, que l'on a actuellement, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire en fait, c'est aborder des connaissances scientifiques de manière à ce que les élèves puissent le comprendre, de manière à ce qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font réellement dans la cuisine, en utilisant les bons vocabulaires, sans rentrer réellement dans le domaine scientifique. Alors, le problème, c'est de trouver, et ça, il a tout un travail encore à faire, c'est les bonnes métaphores, ou les bons schémas qui permettraient de comprendre. Donc, comme on est très sinistré dans l'enseignement des sciences, toute approche est intéressante, que ce soit la main à la pâte, que ce soit Hervétis, mais en même temps, il faut voir les limites. Trop souvent, quand on est scientifique et qu'on veut apporter quelque chose, on croit trouver une solution, une panacée. C'est le problème de la main à la pâte. C'est un bon démarrage, mais malheureusement, très rapidement, on va trouver des obstacles qui impliquent d'élaborer le savoir autrement parfois. Juste, je me permets, vous avez de parler de la démarche technologique. Pour vous, en fait, ce que l'on fait, la main à la pâte en l'occurrence, c'est pas de la démarche expérimentale, ça s'apparenterait plus à de la démarche technologique. Non, je veux parler de cuisine, parce que vous m'avez dit que vous êtes cuisinier. Vous êtes cuisinier, oui, vous faites de la formation. Non, c'est la cuisine qui est la démarche à la main à la pâte, une démarche scientifique. On peut voir la diapo. Sur cette diapo, en fait, il y a beaucoup de choses, quoi, finalement. Est-ce qu'on peut imaginer des hiérarchies, des chronologies, des espèces de séquences là, autour de ça, quoi? Alors, vous pouvez voir déjà que ça se joue à 3 niveaux, là. Ça se joue à un niveau qui est un niveau, disons, affectif, émotionnel, ce qu'on oublie trop souvent en sciences, qui est un niveau qui est là pour interpeller, motiver, concerner. Et pour moi, c'est primordial. S'il n'y a pas ça, rien ne se passe. C'est le moteur, si vous voulez. C'est pour ça que je suis partisan de perdre du temps, entre guillemets, là-dessus. C'est pour ça que je trouve intéressant que des gens se mettent à motiver les personnes sur des sujets parfois difficiles. Donc là, il y a vraiment un temps de motivation avec les nuances que j'ai évoquées pour le démarrage. Il y a un deuxième temps qui est primordial, c'est aussi, parce que le savoir ne passe pas à cause de ça aussi, c'est la métacognition. C'est-à-dire ce temps qui est rarement fait, qui est de réfléchir sur. D'ailleurs, en bas, je prends conscience du savoir. Et puis après, on tombe dans l'aspect habituel, disons l'aspect conceptuel, si vous voulez, ou conceptuel ou démarche scientifique, et qui est là, est une espèce de système. Dès qu'un des paramètres qui est ici n'est pas là, rien ne se passe.
Alors, le gros problème de la classe, c'est comment les mettre en place, les mettre en scène tous ensemble. Mais vous pouvez voir que certains d'entre eux sont déjà présents dans la classe. Le problème, c'est faire les liens, c'est les maintenir constants, et c'est surtout de ne pas se faire d'illusions. La grosse difficulté dans l'enseignement aujourd'hui, c'est qu'on se fait beaucoup d'illusions, justement à cause des panacées. Je suis surpris que vous ne citiez pas un pôle lié à la communication, parce qu'il me semble le voir apparaître dans La communication, c'est tarte à la crème, c'est pour ça que j'en parle pas. Excusez-moi si vous en faites, mais j'ai préféré essayer de préciser. La communication, elle peut être différenciée, si vous voulez. Donc, communiquer, c'est quoi? Dans le sens classique, c'est un émetteur-récepteur. Ça, je le dénonce, ça marche parfois, puisque c'est la situation dans laquelle on est actuellement. Mais très souvent, la communication ne se passe pas si il n'y a pas reformulation de ce qu'il y a dans la tête de l'élève. Donc quand je dis je prends appui sur les conceptions, c'est de la communication. Mais avec le préalable, il faut tenir compte de ce qu'il y a dans la tête de l'élève. Donc là, j'ai préféré démonter un petit peu le mécanisme. Quand je dis je trouve des états pensés, c'est des supports de communication. Alors évidemment, l'outil n'est pas le même, donc vous pouvez ne pas être satisfait, mais c'est notre façon d'en voir le monde. Il faut jongler avec différents modèles pour pouvoir apprendre. Question ici. Ensuite, au fond. Lorsque vous parlez des conceptions dans ce diagramme, est-ce que vous incluez les conceptions au sens plus large, plus systémique, non pas seulement sur le thème, le problème qui est traité, mais sur ce que l'élève attend de l'enseignant dans la situation donnée? C'est autant de facteurs limitants. Les conceptions, ce n'est pas forcément que les questions sur le sujet lui-même. C'est déjà les conceptions qu'il a sur la démarche scientifique, par exemple. Ce sont des conceptions qu'on pourrait dire au niveau 2. Mais il a en même temps des conceptions sur la classe. Il a des conceptions sur le rôle du maître, notamment dans les classes terminales. Mais si vous voulez innover et vous changez brutalement votre statut dans la classe, c'est généralement la pagaille. Là, il y a aussi un travail à faire sur qu'est-ce que c'est qu'un maître, qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce que c'est que l'enseignement. Et dans les lycées et collèges habituels, je n'ai pas trouvé mieux que de démarrer un cours de façon frontale pour rassurer les élèves, leur montrer que je suis capable d'en faire. Et puis, puis progressivement, on se disait, mais on ne pourrait pas apprendre autrement. Donc il y a tout un travail à faire sur ce que veut dire apprendre. Parce que vraiment, l'image est tellement forte. Apprendre, c'est écouter un prof et noter. Je mémorise et je recrache. Là, il y a tout un travail à faire, et notamment qui devrait être fait dès l'école maternelle, que apprendre, c'est apprendre tout seul. Que le prof n'est qu'un support, que le prof est un repère, on y reviendra après, que le prof est une balise, que le prof est un élément qui aide à réfléchir. Mais ça impliquera pour l'école 2050 de penser tout à fait l'organisation de l'école autrement. Alors, je ne sais pas si vous voulez en parler plus longtemps déjà. Est-ce que ce discours-là, justement, il n'est pas trop passé? Est-ce que ce discours-là, sur la métacognition, sur le comment on apprend, il est presque pas trop passé auprès des jeunes enseignants, parce que nous, conseillers pédagogiques, notamment en EPS, on voit des enseignants essayer de faire une ronde, puis très vite on s'arrête, et comment on fait une ronde? Et on est dans ce discours-là. Et on n'agit plus, et on n'apprend plus, et comment parler d'un vécu qu'on n'a pas? Ça, c'est surtout le cas des EPS. C'est moins le cas des sciences. En mathématiques, on va expliquer comment on fait une division avant même d'en avoir fait 3 sur la base. On voit énormément ces situations-là du comment faire, on va démonter des stratégies quand l'enfant n'est pas en questionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut tisser ces éléments-là. Les enseignants recherchent toujours la solution. Et comme on les a gonflés sur la métacognition, ils vont faire de métacognition. Et donc il faut tisser à la fois la passion, il faut tisser l'apprentissage et il faut tisser la métacognition ensemble. Et en science, c'est plutôt la métacognition qui manquerait. Excusez-moi, je vais faire un retour en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de 3 niveaux en ce qui concerne l'apprentissage.
Et j'ai dû décrocher parce que vous avez parlé que de l'affectif et de l'émotionnel et j'ai pas entendu les deux autres. Bon, ça vous étiez parti ailleurs, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez les diminuer? Je peux les répéter. Affectif, émotionnel, je mets ensemble si vous voulez. Ensuite, métacognitif. Et le troisième, c'est conceptuel ou cognitif, comme vous pouvez faire avec conceptuel ou cognitif, comme vous voulez. On peut mettre des nuances, mais je ne rentrerai pas là-dedans maintenant. J'en parlerai cet après-midi si vous voulez cet après-midi. Par rapport aux conceptions, est-ce que c'est pas un peu une utopie de dire qu'on va construire, on va déconstruire, on va aller contre des conceptions? Parce que l'histoire des sciences montre qu'on ne va jamais contre, en fait. Quand on est trop loin, on ne peut pas apprendre. Et est-ce que vous pourriez développer le « je me lâche » D'abord sur les conceptions. Et je voudrais aussi démonter une fausse idée qu'on m'attribue très souvent. Ne commencez pas systématiquement le cours en faisant exprimer les conceptions. Ça, c'est aussi un problème. Il n'y a rien de plus ennuyeux en classe que de commencer toujours de la même façon. Varier au maximum les démarrages. Ce qui est important dans les conceptions, c'est les connaître vous, mais pas forcément les faire exprimer d'entrée en classe. Faites-le de temps en temps, ça peut être motivant, mais pas systématiquement, c'est ennuyeux. Alors je me lâche maintenant, c'est comment s'y prendre. Le problème, c'est comment je laisse de côté un savoir auquel je tiens. Et c'est d'autant plus ennuyeux qu'on s'adresse à des personnes qui ont du savoir déjà, ou qui ont une personnalité. Le pire, c'est le jour où vous allez faire des formations pour les hommes politiques. Parce qu'une fois qu'ils ont exprimé leur idée, ils s'y maintiennent coûte que coûte, parce qu'ils ne peuvent pas la lâcher. Donc tout le problème du lâchage, c'est d'abord de créer un climat. Un climat, on peut dire des choses, on peut y revenir, on va essayer d'argumenter ce qu'on a dit, et surtout, on se lâche si on a le droit de se tromper. D'où un travail là sur l'erreur. Moi j'ai tendance à dire que l'erreur est une chance. J'ai tendance à valoriser les erreurs. Alors là aussi, il y a toujours un problème paradoxe. Parce qu'après, je vois des gosses qui me disent à la classe, tu vois André, c'est bien, j'ai fait des erreurs. Alors je dis, c'est très bien une fois. À condition, une fois que tu as fait l'erreur, on va essayer de comprendre pourquoi tu l'as faite et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de l'erreur. C'est pareil en formation des enseignants. L'enseignant devrait avoir le droit de faire des erreurs. C'est grâce aux erreurs qu'il va apprendre. En même temps, pas toujours les mêmes. Ça donne les moyens de les dépasser. Donc, vous voyez toute une série d'éléments qu'il faut mettre en place. Dans mes propos, vous voyez d'abord qu'il n'y a pas de solution. Je sais que je vais décevoir beaucoup de monde, mais ne cherchez pas de solution. Il n'y a pas de solution en pédagogie. C'est un espèce de cocktail qu'il faut créer en classe. Ou en formation, c'est la même chose. Et ce cocktail dépend d'éléments dont certains peuvent être contradictoires et paradoxaux. On reviendra cet après-midi sur des exemples concrets. S'il vous plaît, j'ai une question sur une partie du tableau où vous avez écrit « Je fais des liens ». Oui. Et il me semble qu'une des difficultés que l'on a, c'est quand un enfant ne sait pas faire des liens, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de savoirs dans certaines disciplines, c'est difficile de lui apprendre à en faire. Est-ce que vous avez des expériences positives dans ce sens-là? Là aussi, il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas de panacée, mais par contre, on peut tenter de montrer qu'il y a des relations entre les choses. C'est ce que j'essaie. Montrer et apprendre, c'est bien là le problème. C'est ça que j'essaie de montrer ce matin. Il n'y a pas de lien forcément entre les deux. Donc là, je n'ai pas dans la tête immédiatement une situation qui peut vous donner à penser. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon. Prenons un sujet très très bête qui la graine. C'est ancienne école primaire? Oui, on va dire ça. Par exemple, à l'école primaire, c'est un summum de l'école primaire, c'est de faire jamais des graines. Donc, je prends tous ces exemples, puis les physiciens pourront le comprendre, tout sens. Bon, vous faites jamais des graines. Les élèves ont des conceptions sur les graines.
Et là, vous allez rencontrer différentes conceptions. La première conception essentielle, c'est de dire, bon, la graine, dans la graine, il y a tout. Et quand j'arrose, je réveille la plante qui est dedans et elle va pousser. À l'opposé, vous avez des élèves qui disent dans la plante, il n'y a rien. Il y a de la matière, mais il n'y a pas de structure. Et quand j'arrose, il y a une espèce de réaction chimique qui se fait entre l'eau et la matière de la graine pour que la plante pousse. Vous avez une troisième idée qui est derrière, qui est une variante de la première, qui est de dire dans la graine, il n'y a rien, mais ça gêne les gens que de rien apparaisse quelque chose. Alors que fait l'élève? Il va mettre à l'intérieur quelque chose de petit et d'important, qu'il va appeler c'est une cellule, c'est une hormone, c'est un chromosome. Donc, il va employer des mots compliqués pour dire quelque chose qui a un potentiel. Donc vous démarrez de ça. Le problème, c'est maintenant comment faire des liens avec un message là-dessus. Vous pouvez faire confronter les élèves entre eux. Vous pouvez faire confronter avec des observations. Alors, vous dites à l'élève, on va ouvrir une graine et on va regarder à l'intérieur de la graine. Chaque élève va voir à l'intérieur de la graine ce qu'il veut voir. Et il ne fera pas de lien. Vous pouvez lui donner un schéma de la graine avec le petit germe en bas et le reste de cotylédon. Il ne fera pas de lien non plus. Si vous voulez dans ce cas-là faire des liens, la seule solution que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est de leur faire multiplier les situations expérimentales. Alors, exemple du style, on va couper la graine. S'apercevoir qu'il y a des parties de la graine qui germent, d'autres qui ne germent pas. On va ouvrir la graine en train de germer. Et s'apercevoir qu'il y a un petit truc qui se développe. Éventuellement, si vous êtes avec des plus grands, vous pouvez leur faire cultiver des graines, sur des germes plutôt, sur des milieux de culture. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres obstacles qui empêchent de faire les liens. Ou éventuellement, ils font des liens qui ne sont pas les bons liens. Et là, le problème, c'est le lien qu'il y a avec la sexualité. Alors, est-ce que les graines, donc les plantes, ça a un sexe? Alors, quel lien vous faites? Est-ce que vous avez fait le lien? Alors, c'est quoi le sexe des plantes? C'est la fleur. Est-ce que vous avez fait le lien que chaque fois que vous avez un bouquet de fleurs à votre copine, vous arrivez avec des sexes en avant? Là, c'est des liens pour vous. Bon, en parenthèse, mais le lien, je le fais par l'humour, par la provocation, par un clin d'œil, etc. C'est d'autres façons de faire des liens. Alors, vous voyez, la façon de faire des liens, c'est multiplier. Dans un cas, c'est multiplier des expériences. Dans l'autre cas, c'est faire des rapprochements un peu surprenants qui provoquent le rire. Donc, il faut trouver chaque fois des situations, des activités qui vont justement permettre la relation entre les choses. Et en même temps, il faut démonter d'autres liens. Un exemple que je peux vous prendre, très simple aussi pour l'école primaire, c'est vous avez un aquarium dans la classe, le poisson, l'eau a disparu, l'hypothèse que fait l'élève, c'est le poisson l'a bu. Là, c'est un faux lien qu'il faut démonter pour construire d'autres liens. Voilà une piste sur laquelle on pourrait réfléchir. Autre question? Oui, notre collègue cuisinier toujours. Je voulais justement aborder, en fait, j'avais deux remarques à faire. Je voulais justement aborder la thématique de faire des liens, parce qu'il me semble que vraiment le défi en fait, de l'enseignement d'aujourd'hui et de demain, c'est de créer ces liens. Alors c'est plus particulièrement vrai pour les professeurs PLC. Parce qu'il me semble que maintenant, il faut réellement aborder l'enseignement, non dans sa discipline fermée, il faut réellement s'ouvrir aux autres. Et je crois que l'exemple, en fait, si on peut profiter de ce moment-là aussi, de cette pause méthodologique, pour se dire finalement que on doit aller s'ouvrir vers les autres, c'est-à-dire construire des séquences d'enseignement en interdisciplinarité, de manière à créer ce lien et donner du sens aux élèves, parce que là, en fait, on a tout à gagner. On a tout à gagner, nous, en tant que formateurs, parce qu'on va se satisfaire justement de pouvoir créer ce lien visuellement, je dirais, et montrer, peut-être valoriser aussi les collègues qui sont dans d'autres disciplines, se valoriser mutuellement. Mais pour les élèves, je crois que c'est tout à gagner, justement, puisqu'ils vont créer justement facilement ce lien. Peut-être pas aussi facilement que vous le dites. Mais il faut créer des situations pour le faire émerger. Et juste une demande,
j'aurais juste aimé avoir votre conception en fait de notre enseignement Comment de Suisse, pardon. De Suisse, parce que juste, quelle est votre conception en fait de notre enseignement en France de Suisse? Je suis mal placé pour le dire, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais français. Oui, mais... Donc j'ai vécu pendant plus de 10 ans l'enseignement français. Alors ce que je peux vous dire je peux vous dire qu'en Suisse, je peux rien vous dire parce qu'il y a 26 systèmes éducatifs en Suisse. Contrairement à la France, pour une population qui est 10 fois moins grande, il y a 26 programmes différents. Chaque canton a son propre programme. Peut-être déjà ça peut vous parler déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient d'en haut. Alors, le problème de la France, c'est pas le pire des enseignements. Les États-Unis, c'est pire que nous. Mais moi, ce que je dirais sur la France, le gros problème, c'est pas tellement l'enseignement, c'est le climat surtout. C'est le fait que pour les plus anciens qui sont ici, et pendant 30 ans, les enseignants qui étaient en classe ont subi des réformes qui n'ont pas été pensées, qui ont été mises en place sans forcément les moyens correspondants, et on est passé de mode en mode. Alors on attend la réforme suivante. Donc c'est plutôt ce climat-là que je vois qui est agréable. Alors je ne vais pas non plus décourager les plus jeunes qui sont ici, qui démarrent, mais vous rentrez dans une culture qui n'est pas la culture la plus favorable à l'innovation pédagogique. Autre commentaire? Alors s'il n'y a pas de questions, je vais juste continuer avec quelques éléments. Pour les scientifiques, bon, les expériences, on peut en faire des très simples, et ça, il y a plein de mouvements comme la main à la pâte et Thierry Brouillard qui en développe. Vous pouvez prendre des situations très bébêtes, comme un défi par exemple. On ne pense jamais au défi. Là, il fallait qu'ils construisent le véhicule qui se déplaçait avec uniquement de l'air et qui allait le plus impossible. Et à partir de là, vous avez une foule de situations expérimentales sur lesquelles on peut travailler, sur l'aérodynamisme, sur les résistances, sur le frottement, etc., etc. Et avec le matériel de récupération, on peut faire des travaux, y compris déjà chez les plus jeunes dans l'école maternelle. Évidemment, s'il y en a du matériel un peu plus sophistiqué, lancer des ballons, lancer des fusées, ça peut créer d'autres situations intéressantes. De même que de plus en plus, on peut introduire l'informatique pour à la fois faire un travail des fois expérimental et un travail qui est un travail de visualisation. Ici, c'est un travail pour visualiser la trajectoire d'une voile qui était lancée en même temps qu'on se déplaçait dans l'espace. Évidemment, on va utiliser les musées. Il y a quelque chose qu'on n'utilise pas suffisamment en France et qui est très très intéressant, y compris en sciences, c'est le théâtre. Théâtre en amont pour créer l'émotion et créer le désir d'apprendre. Et théâtre en aval ou durant le cours pour faire exprimer. Le théâtre peut être un moyen de modéliser les choses. Il y a 20 ans, je faisais faire déjà la danse des chromosomes dans mes classes. Aujourd'hui, on peut valoriser le trajet d'une hormone ou éventuellement modéliser la photosynthèse par un jeu de rôle, par exemple. Sans compter tous les travaux qu'on peut faire sur l'éducation de l'environnement. Bon, etc. Ce que j'aimerais faire passer ce matin, avant de passer à l'aspect contenu, c'est l'idée qu'apprendre, voyez, notamment apprendre des sciences, ce n'est pas uniquement transmettre, conditionner, construire. Et là, j'aimerais vous dire que vous pouvez à certains moments transmettre. Il ne faut pas systématiquement faire des activités. C'est dommage qu'à certains moments, on ne transmette pas. Le prof a des choses à transmettre en direct. À d'autres moments, vous pouvez conditionner un geste, notamment en EPS. Mais aussi en même temps dépasser le constructivisme habituel, les méthodes actives. Ce qui est important, c'est amener cette transformation de la pensée. Et ce qu'amène la démarche expérimentale notamment, ça fait change tout. On était dans un monde de croyances, la démarche expérimentale déjà amène à penser que on peut se construire un monde, s'élaborer un monde, disons, qui est basé sur l'expérience, sur la réalité. Et là, il y a quelque chose de génial dans la démarche expérimentale, c'est l'hypothèse. C'est ça qui change tout. C'est l'hypothèse. L'hypothèse, ce n'est pas une croyance qu'on impose, c'est comme ça.
L'hypothèse, c'est une supposition qu'on fait, qu'on va vérifier. Et on se donne les moyens de corroborer cette hypothèse. Et on avance de proche en proche par l'hypothèse corroborée. Et tous les propos que je vous ai amenés ce matin, c'est cette démarche-là qu'on a introduite en didactique, si vous voulez. C'est pas un dogme que je vous raconte. Ce n'est pas comme avant, la pédagogie était un dogme proposant généralement sur la philosophie et sur l'éthique. Le travail que je vous propose ce matin, c'est des observations de classe depuis 30 ans, des hypothèses qu'on a fait dans les classes. Et le problème, évidemment, de la pédagogie, c'est qu'il n'y a pas deux situations pareilles en classe. Donc, on peut dire qu'il faut faire comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut avoir des outils pour repérer où sont les obstacles, savoir où on va, et il faut avoir des ressources, sachant les obstacles, avoir plusieurs possibilités pédagogiques pour voir quelle est la situation, l'information qu'il faut donner à l'élève pour l'amener à changer ses idées. C'est ça tout le mérite du prof, c'est de trouver ces situations, ces informations qui vont changer les idées. Mais sachant que parfois un argument que vous donnez à un élève ne marchera pas pour l'autre élève. Il faudrait faire du préceptorat. Or, on a de 24 à 200 élèves dans une classe. Autre paradoxe. Heureusement, les conceptions des élèves ne sont pas énormes. On arrive à les catégoriser, on arrive à les repérer, et on arrive à trouver des arguments qui peuvent s'adapter à chacune des conceptions. Mais il y a des moments où il faudrait malgré tout travailler en vis-à-vis avec un seul élève. Ce qui veut dire qu'à d'autres moments, il faudrait travailler avec 200 élèves. Ça, c'est pour 2050. Et vous voyez, le prof, comme il va évoluer, le prof avant était un transmetteur. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est un accompagnateur. Oui, c'est un accompagnateur, certes, mais pas seulement. Pour moi, le prof, c'est le metteur en scène. C'est celui qui va créer les conditions qui vont interférer la pensée de l'élève. D'abord pour qu'il ait du désir d'apprendre, et ensuite pour transformer sa pensée. En même temps, le prof ne doit pas s'empêcher d'être en repère. Là aussi, paradoxe, partir de l'élève, c'est pas y rester. On peut, en tant qu'enseignant, avoir des volontés de faire passer des messages. Et le prof, ça reste une personne. Et s'il a quelque chose à transmettre, c'est sa passion d'apprendre. C'est peut-être ça qu'il a à transmettre essentiellement. Pour le reste, de plus en plus, les jeunes vont le trouver par eux-mêmes, notamment par les nouveaux moyens audiovisuels et informatiques. Des questions, des commentaires? Comment je dois interpréter votre silence? Oui, moi je voudrais rebondir sur votre démarche scientifique, parce que je suis jeune enseignante et je me retrouve dans un milieu avec des enfants en difficulté, et j'ai été, on va dire, formée à votre livre des Monsieur de Vecchi, et j'essaye d'appliquer au mieux à l'horreur. Un seul livre? Non, plusieurs, mais avec d'autres ouvrages, et c'est quelque chose qui colle à ma pédagogie et avec lesquels j'avance avec mes élèves. Je suis revenue à des choses oui, un peu plus classiques au niveau, parce que justement, au niveau de l'apprendre à apprendre, parce que dans la démarche, comme vous dites, quand pour ce climat de confiance, les 10 éléments que vous avez donnés sont, comme vous dites, il faut qu'ils soient omniprésents dans la classe. Il se passe des choses comme je ne sais pas apprendre, je n'ai pas de mémoire, je n'arrive pas à créer du sens, on sait, bon, faire le lien, c'est difficile. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin d'automatisme. Et bon, là, j'enseigne particulièrement les maths, mais je suis professeur des écoles, donc enseigner un peu toutes les matières. Et je trouve qu'il faut aussi parler de ces obstacles-là, que ce soit en littérature, en mathématiques, où il y a des prérequis nécessaires, des prérequis automatisés qu'il faut avoir pour pouvoir passer à un niveau supérieur, si vous voulez, quand on parle d'abstraction, de recherche, de situation ouverte par rapport à un problème, que ce soit en littérature, en français ou en maths. Les enfants ont des obstacles vraiment de choses qu'ils devraient avoir acquis, qui relèvent de l'automatisme. Je voudrais savoir ce que vous pensez par rapport à ces automatismes-là, et
Et par rapport donc un peu à c'est du behaviorisme, si on veut faire acquérir un petit peu des automatismes à les élèves, comment on peut jouer des deux et comment amener, voilà, enfin, je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Voilà. J'ai compris, vous avez compris, mais en cas, il est marqué que c'est interdit. C'est interdit d'apprendre des automatismes. Voilà, c'est pour ça. Voilà, mais j'ai jamais interdit. Regardez, il y a marqué nulle part que c'est interdit. Non, oui, tout à fait, mais voilà. C'est vrai que vous insistiez peut-être sur ça, parce que quand on est jeune enseignant, moi j'ai débuté et j'ai à faire plein d'expériences, etc. On oublie vite, comment dire, bon, c'est pour les jeunes ici, il y a beaucoup de première année, mais on oublie vite, donc aussi, on bannit, bon, le par cœur a fait ça c'est limité, par exemple, si je prends des mots qui fâchent, mais il y a des choses qui ont commencé à l'enseignement, et il ne faut pas renier aussi les petites choses de l'enseignement qui aident l'enfant à se construire. Donc ces petites choses qui sont, le bon. Prendre par cœur, prendre des notes, parler avant résiduel dans la classe. Redire les choses, voir des images mentales, savoir comment on apprend, parler à l'élève sur ça, parler de métacognition. Donc tout ça, essayer de plus le développer, c'est la démarche scientifique que vous exposez. Et cette démarche scientifique, j'aimerais que vous vous l'agrandissiez à toutes les matières. Non, mais... Je compte sur vous, hein. Et insister donc sur ces choses un peu traditionnelles qui quand même font aussi... Prenons la chose la plus traditionnelle, apprendre à lire. Parce que j'ai dit que c'est interdit d'apprendre à lire. Personnellement, il faut apprendre à lire. Mais déjà, là, on peut s'interroger aussi. Surtout qu'il y a depuis 200 ans, 150 ans, des oppositions aux différentes méthodes. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'un gosse peut apprendre à lire comme il apprend à marcher. Pourquoi on ne le fait pas? Apprendre à lire, ça devrait être à l'école. Ça ne devrait être plus le cas de l'école aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que l'enfant peut apprendre à lire à 4 ans, tout seul. Et après, on peut l'empêcher d'apprendre à lire à l'école, par des méthodes qui correspondent à l'enseignant et qui ne correspondent pas à l'élève. Alors, c'est ce qu'on constate. Alors, ça, c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Les jeunes des pays scandinaves n'apprennent plus à lire à l'école, ils apprennent à lire avant l'école, grâce à la télé, entre autres. Bon, là, c'est un peu sur lequel on peut discuter. Le parent, on est entouré de mots tout le temps. Le parent un peu stimulant, on peut apprendre à lire à son gosse sans aucun problème à 4 ans. En plus, c'est mieux pour apprendre à lire à 4 ans. Alors là, il faut sortir d'un tabou, le tabou qui est avant l'école commence à 6 ans, donc on va lire à 6 ans. Mais apprendre à lire aujourd'hui, c'est pas seulement qu'apprendre à lire des mots, c'est apprendre à lire des images aussi. C'est apprendre à lire un hypertexte. C'est apprendre à lire une lecture rapide. C'est apprendre à chercher l'information, à la trier, etc. Et tous ces ans-là, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage de base. Apprendre à lire des notes, apprendre à faire des notes, ça fait partie de l'enseignement de l'école maternelle. Et alors on peut jouer à la fois sur les automatismes, et on peut jouer surtout sur le désir. Parce que prendre des notes, ça n'a pas de sens. Mais prendre des notes pour se rappeler de quelque chose, se souvenir de quelque chose qu'on va réutiliser par la suite, là ça a du sens. Et là, à la fois on peut brasser du behaviorisme, un geste technique, avec le sens, le désir d'apprendre quelque chose. L'élève, il va apprendre à lire pour dire à ça, tout simplement parce qu'il a le désir d'apprendre. C'est là-dessus que l'enseignant peut intervenir. C'est une erreur de se concentrer sur la méthode, c'est plutôt sur le désir qui peut intervenir. Et quand la maison ne fait pas le boulot, évidemment l'école maternelle, vous devrez le faire. Donc pour moi, il n'y a rien de contradictoire. Dans l'enseignement, il faut au contraire insister sur tous les petits détails, apprendre à prendre des notes, apprendre à mémoriser, se rendre compte qu'on ne mémorise tous pas de la même façon. Que mémoriser, et c'est ça qui plombe les élèves, ce n'est pas lire un texte, lever la tête au ciel et réciter. Là aussi, on peut faire des travaux là-dessus. Et ce n'est pas mon propos de ce livre-là. Actuellement, je travaille sur un livre sur apprendre à apprendre des choses bêtes de ce style. Y compris comment se concentrer, et y compris comment apprendre à parler à voix basse. Parce que dans la classe, si on veut travailler en groupe, il faut parler à voix basse.
Non pas pour l'élève, parce qu'il résiste dans la classe à voix haute. Et il peut travailler dans le bruit. Et surtout que l'enseignant qui ne supporte pas passer 25 ans au bruit. Bien. Quelques questions encore ou on arrête là? Une dernière question de grande urgence. Sinon, on va remercier André Jourdan. Une annonce pour les formateurs qui sont ici. Il y a un groupe de formation de formateurs qui est prévu cet après-midi. Ceux qui ne s'étaient pas inscrits et qui souhaiteraient participer à ce groupe peuvent dérouler sur Sainte-Agne après le repas dans la salle d'Alembert de la Maison de la Recherche. Merci de descendre, de nous le faire savoir. Le repas pour les formateurs qui sont prévus, c'est à Sainte-Agne. On mange normalement à Sainte-Agne, simplement c'est que j'ai fait réserver la salle pour qu'on puisse se retrouver entre nous. Donc vous prenez le plateau et vous faites ton avis. Félicitations d'avoir fait le choc pendant 2 heures, restant assis, c'est pénible pour les élèves. Simplement, vous avez envie de vous intéresser, de vous lire, éventuellement vous avez des références données par vos formateurs. Et puis il y a une autre question pour aborder cet après-midi, quoi apprendre aujourd'hui. Bon appétit. Et pensez au poulet.